Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 10 juin 2026. Je suis Marguerite Dutrache, l'hôtesse de vos nuits de culture, et nous sommes à la Maison des Métallos, au 94 rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 11e arrondissement de Paris. Et vous écoutez Le Masque et la Plume dans le cul. Oyez, oyez, peuple de France. Moi, Marguerite Dutrache, figure médiatique dont l'ambition est de devenir aussi incontournable qu'un rond-point en Indre-et-Loire, je souhaite m'adresser à vous, peuple du théâtre public. Inspiré par la hauteur du débat des candidats charismatiques de la gauche comme François Hollande, Jérôme Guedj, Bernard Cazeneuve ou encore Raphaël Glucksmann et Karim Bouamrane, dont la dernière bataille contre l'installation de Master Poulet dans sa ville de Saint-Ouen lui aura au moins permis d'accueillir le tournage du prochain Chicken Run à la Cité du Cinéma, je souhaite à mon tour mettre ma pierre à l'édifice de la victoire de la gauche non mélanchoniste. Et puisque pour être invité sur les plateaux de télévision pour faire gagner la gauche l'année prochaine, il faut avoir une annonce, je le déclare donc, oui, je suis candidate à l'élection présidentielle. Merci. Et contrairement à ma complice Babouchka Babouche, qui n'avait pas réussi à réunir les signatures nécessaires pour sa candidature en 2022 car jugée trop clivante par Benjamin Duhamel, je me présente à vous comme la candidate de la raison et du bon sens. Car oui, comme BFM TV, je considère que le plus grand danger auquel la France doit faire face vient des extrêmes. Et je dis bien les extrêmes, pas que l'extrême droite. Je parle bien de ces extrêmes qui censurent, comme les wokistes qu'ils aiment tant dénoncer. Je veux bien sûr parler du maire centriste UDI de Vanves. Oui, je souhaite dénoncer l'extrémisme du maire UDI de Vanves qui, sans débat aucun, a décidé d'annuler purement et simplement la programmation pour la saison à venir 2026-2027 du théâtre municipal de la ville. Vanves, c'est un théâtre incontournable pour l'émergence qui a accompagné de nombreux artistes aujourd'hui reconnus nationalement et internationalement. Le maire, pourtant en poste depuis 2001, a donc changé de braquet sans discussion préalable et a mis en péril des compagnies aux économies déjà suffocantes. Les arguments avancés sont que la programmation ne répondrait pas assez aux désirs de la population locale, entendre qu'il ne serait pas populaire, le goût populaire compris comme ne pouvant s'intéresser à d'autres choses que ce qui est proche de soi, de quotidien, et donc forcément inintéressé de découvrir des ailleurs géographiques et imaginaires. Douce musique que nous pouvons entendre chez l'autre extrême, le Rassemblement national qui dit que le théâtre qu'il promeut doit faire salle comble, comprendre, être populaire. Pourtant, la mairie de Castres-RN vient de déprogrammer aujourd'hui la pièce Passeport d'Alexis Michalik qui retrace le parcours de migration d'un jeune érythréen vers la jungle de Calais. Michalik, qui vient du théâtre privé et qu'on peut difficilement accuser d'être un suppôt de Nathalie Arthaud, mais qu'on peut assurément définir comme populaire puisque ses pièces jouent partout, tout le temps, comme sa pièce Edmond qui joue depuis 9 ans à guichet fermé. Le RN, qui coupe à tour de bras les budgets dans ces villes et qui vilipende les institutions publiques comme le CNC, serait-il un gros menteur? Car oui, le RN sait très bien que le Centre national du cinéma ne coûte rien aux contribuables. C'est un peu comme moi quand je fais une blague sur Rachadi Dati alors que je me promets d'arrêter depuis au moins 18 mois. Mais pire, pour le RN, la culture publique serait un bastion de gauche. Alors déjà, c'est pas vrai, puisque Christian Clavier fait toujours du cinéma et que Fabrice Lucchini n'a toujours pas terminé sa performance de 15 ans où il lit du Victor Hugo sur scène, et grand bien lui fasse. Mais franchement, merde, même si c'était vrai que la culture était un repère de gauchistes, laissez-nous au moins ça. Vous avez déjà la télé, le cinéma, l'Élysée, Grasset, Fayard, alors laissez-nous au moins le droit de dire des textes en écriture inclusive sur de la musique techno devant un public de lycéens traînés par un prof de français au bord du burn-out. Oui, moi aussi, je peux être démago, il n'y a pas que les extrêmes qui savent le faire. Donc, en tant que candidate à l'élection présidentielle, je m'interroge. Les centristes de l'UDI sont-ils sortis de l'arc républicain ?
Les socialistes à la tête de la région Loire-Atlantique qui a coupé 75% des subventions à la culture cette année sont-ils véritablement des amis de la liberté d'expression et de programmation ? Eratum. Comme nous l'a indiqué un auditeur à l'issue de l'enregistrement, ce n'est pas le département socialiste de Loire-Atlantique qui a baissé ses aides à la culture de plus de 60%, mais la région Pays de Loire dirigée par Christelle Morancé, affiliée Horizon. Ceci dit, la municipalité socialiste de Saint-Nazaire a récemment décidé de fermer un centre d'art contemporain. Je ne ferai pas de grandes tirades vides sur l'art et son utilité du type « l'art, c'est ce qui permet la réalisation de la promesse républicaine ». Ça, c'est le rôle des ministres de la Culture comme Rachida Dati. Et merde, putain, j'avais promis que je rechuterais pas. Bon, en même temps, si j'avais dit comme la ministre de la Culture Catherine Pégard, ça partait du principe qu'on savait qui c'était, ce qui est beaucoup demandé pour un ministre macroniste. Non, ces coupes budgétaires doivent être avant tout lues pour ce qu'elles sont, des plans de licenciement qui ne disent pas leur nom. Et ici, à la Maison des Métallos, qui fut le siège de la branche CGT de l'Union fraternelle des métallurgistes. Donc, au vu du monde, je comprends désormais pourquoi la programmation 2026 des Métallos est aussi gay. En fait, c'est juste une continuation de la tradition. Oui, il me semble qu'il est on ne peut plus pertinent de rappeler que quoi que fassent ces extrêmes, ces décisions sont toujours confrontées à une mobilisation puissante de celles et ceux qui veulent défendre leur outil de travail. Dernière victoire en date, justement, le retour en arrière de la ville de Vanves sur l'annulation de sa saison théâtrale, et cela grâce à la mobilisation puissante des syndicats, du public sur les réseaux sociaux, des travailleurs du monde de la culture, ainsi que le soutien et relais des autres théâtres publics. Alors pour éviter que les services publics de la culture ne soient remplacés par un modèle économique inspiré des pièces jaunes créées par feu Bernadette Chirac, il n'y a pas d'autre solution que de virer les extrêmes, l'extrême centre et l'extrême droite du pouvoir l'année prochaine. Et en tant que candidate à l'élection présidentielle, je veux vous rassurer, car nous sommes déjà plus nombreux que le parti de Raphaël Glucksmann, puisque nous sommes 2. Moi, présidente, et Babouchka Babouche comme première ministre, avec notre slogan « Tout est chaos, tout reconstruire ». C'est pas mal, non ? Et par goût du pluralisme, je finirai donc cette allocution par une citation de Bernadette Chirac, qui nous a quittés il y a peu. Je cite: « Le manque d'amour du prochain ne peut déboucher que sur une société d'égoïsme et de désespoir. » Et elle a pas dit que des conneries, Bernie, quand même, hein ? Et ce soir, pour notre véritable dernier épisode de la saison 2 du Masque et la plume dans le cul, le retour de notre régisseuse chérie, celle qui nous permet de faire entendre nos voix pour le meilleur et pour le pire. Je veux bien sûr parler douce. Et parce qu'au Masque et la plume dans le cul, on ose tout, je vous demande d'accueillir la sosie officieuse de Bernadette Chirac, celle qui, lorsqu'elle est prise d'un rare élan de générosité, paye sa pinte uniquement en pièces jaunes. Je veux bien sûr parler de Babouchka Babouche. Merci Marguerite. Alors je tiens toutefois à préciser que je n'ai jamais fait de fraude fiscale, hein. J'en ai pas encore eu l'occasion. Et ce soir, nous recevons donc 2 artistes qui collaborent depuis près de 10 ans ensemble. L'un s'appelle Jonathan, c'est un metteur en scène incontournable de la scène théâtrale contemporaine. Son théâtre explore les questions de la mémoire et de la nostalgie, de l'identité, avec un goût particulier pour la marionnette et la ventriloquie. Ces dernières années, vous avez pu le voir collaborer avec la chorégraphe Gisèle Vienne ou encore l'actrice Camille Cotin qui l'a dirigé l'année dernière dans Un seul en selle au Bouffe du Nord. L'adaptation de Grasset. Grassley. L'autre s'appelle Dimitri. Il est né la même année que moi, sauf que lui, il a été nommé au César du meilleur espoir masculin en 2023 pour son rôle dans l'excellent film Bruno Rédal de Vincent Leport. Il collabore avec Jonathan, qu'il a révélé dans sa pièce autofictionnelle À nous deux maintenant en 2017. Attention, ça fait très patriarche tout d'un coup. Bon. On dit daddy maintenant. Daddy. On le tonton. Ok. C'est tonton. C'est tonton touche-touche. Ok. Non. Aïe. Je pensais que c'était ça tata. Ça commence. Donc on retrouve aujourd'hui Dimitri dans le spectacle Dainas qui explore son lien avec la Lettonie où il est né avant d'être adopté en France à l'âge de 18 mois. Dimitri a passé 1 heure sur scène à se travestir, faire du trapèze et jouer plusieurs personnages pendant que Jonathan, il faisait quoi? Alors une seule manière de le savoir, c'est de leur poser la question, mais avant cela, faites un tonnerre d'applaudissements pour nos 2 invités de ce soir, Jonathan Capdevieille et Dimitri Doré. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, ça fait super plaisir.
Le spectacle vient se finir. On est dans le décor de d'Ainas, à la Maison des Métallos. Alors ça fait un moment que le spectacle tourne, mais j'aimerais savoir, Dimitri, Jonathan, dans quel état vous êtes pendant et après le spectacle? Qu'est-ce qui est différent aussi quand on est acteur et metteur en scène? Comment on se sent? Eh ben, en tout cas, là, je suis à bonne température, là. Mais quand je suis avant le spectacle, je ne suis pas stressée, mais je suis concentrée. Alors des fois, on fait des échauffements vocaux. C'est un peu serré là, mais non. On en est à la 28e représentation, là. Et juste, Dimitri, j'aimerais préciser que tu sens très bon. Et j'aimerais que tu dises au micro qui tu portes en fragrance. Je n'ai pas le nom, mais c'est la personne qui partage ma vie qui m'a ramené ça d'Oman. Voilà, donc je peux pas. Je vous ramènerai la fiole, vous sentirez. Voilà, ça sera pour les followers. Voilà. Et donc toi, Jonathan, en tant que metteur en scène? Ouh là là. Bon, moi en tant que metteur en scène, je m'assure que tout soit bien au carré avec les techniciens, les régisseurs, le comédien. Je le prépare aussi, lui, avant le spectacle. On fait quelques petites italiennes de temps en temps. Bon, voilà, c'est une sorte de préparation comme un sportif, un petit peu, quoi. Parce que c'est un solo. Et que les solos, ça ne tient que sur cette jeune personne qui doit déployer tout son talent. Et toute sa générosité pour partager avec le public cette histoire-là, par exemple. Mais comme c'est pluridisciplinaire, donc il y a aussi cette notion de pluridisciplinarité entre le chant, le corps, le cirque, le clown. Donc il a voulu en fait composer un personnage aux multiples facettes comme celle-là. Et Jonathan, moi j'ai pas eu la chance de te humer. Quel est ton parfum ? Alors, c'est une parfumerie qui a à Jourdain et je sais plus le nom. Ah mais c'est local en tout cas. Ouais, c'est local, ouais, mais c'est un mélange entre du bois de cèdre et puis quelque chose de plus sucré. Voilà. Oui, ça reste viril et en même temps pas trop, quoi. Non, parce que moi et la virilité c'est un vrai problème et je suis encore à me battre avec ça aujourd'hui. Un problème, mais Et donc, comme je disais en introduction, vous travaillez ensemble depuis 10 ans. Tout d'abord en 2017 avec À nous deux maintenant, puis Rémi, qui sont toutes les deux des pièces autofictionnelles à partir de tes souvenirs, Jonathan. Je me trompe en disant ça? Rémi, c'est Rémi sans famille. Hein, donc, oui, c'est vrai. Bon, j'ai pas parcouru la France avec un saltimbanque et rien dans les poches et à bouffer du pain sec sur les routes, mais je viens quand même. Quel dommage. Mais non, il y a de l'autofiction, mais elle se diffuse à l'intérieur du roman, quoi, de l'adaptation. Mais c'est pas c'est pas le matériel principal dans Rémi. Et puis dans À nous de maintenant, c'est une sorte de polar catholico-lesbien de Bernanos. Je conseille de le lire d'ailleurs parce que c'est très étrange. Hein, c'est un polar écrit par Bernanos. Ce fameux Georges Bernanos, je ne sais pas si vous connaissez, mais si certainement. Si Amélie Nothomb me connaît. Oui, on connaît moins que Bernadette Chirac, mais on connaît, oui. Voilà, le journal d'un curé de campagne, mais là, il a complètement déliré, il a inventé un personnage de travesti, donc une femme qui se travestit en curé, qui tue le curé du village, qui prend son habit, et qui a une relation lesbienne avec une dame de Châteauroux. Eh ben, voilà. vous saurez qu'il y a un artiste à Paris qui fait ça, qui s'appelle Père Eustache et qui chante aussi. D'accord, il chante pareil. Des chansons sur la teub et Jésus. Voilà. Donc on est un peu raccord quand même. Voilà, là-dessus. Du coup c'est sûrement une mémoire qui est vive encore aujourd'hui. Voilà. Et donc Jonathan, tu racontes que la première fois que tu as vu Dimitri entrer dans la salle d'audition, il t'a semblé venir d'un autre temps. Est-ce que tu peux nous raconter votre rencontre et comment s'est nouée cette relation que j'imagine forcément intime quand on collabore autant avec quelqu'un et notamment dans des seuls en scène, etc. Bon, déjà il avait 18 ans, hein, donc c'est important de le préciser. Alors, il est venu, en effet, avec sa petite sacoche en cuir, comme s'il sortait en fait de l'école, qu'on aurait dit un petit personnage de Tchekhov, donc vraiment avec des références très datées, je dirais
Tu peux en parler, par exemple, de tes références. Alors Zouk, l'humoriste suisse, Zouk, Robert Hirsch, Pierre Palmade, Muriel Robin. Après j'ai enquillé sur Michel Faux, j'ai enquillé sur les jeunes, mais avant c'était très Jacques Charon, les émissions 36 chandelles, le cirque La Piste aux étoiles, Roger Lanzac, Robert Silva. Enfin bon, on va pas non plus, voilà. Mais la télévision familiale était bloquée sur une année précise. Beaucoup de vinyles. Ah, et puis oui. mes parents avaient déjà 40 ans, donc moi je trifouillais les Hervé Villard, les Daniel, comment il s'appelle, La Tendresse, comment il s'appelle, non, Daniel Guichard, voilà. Ah, Daniel Guichard. Et c'est quoi qui te plaît particulièrement dans cette époque, dans les artistes de cette époque? Non, après j'ai une vision panoramique des choses assez large. Mais j'emploie les clowns surtout. Moi, les clowns me faisaient rire. Les Rossiane, les Rudy Lata, vraiment. Et puis même, on allait avec mes parents dans les cirques les plus pourris de Reims. Et même voir, c'est ce que disait Sophie Lenoir, voir une trapéziste qui fait le cochon pendu à 5 cm du sol avec le collant troué, moi ça me fait hurler de rire parce que c'est des numéros de clowns. Et ils sont fragiles, on peut voir quand même l'état d'un artiste dans ces cirques-là. Et quand j'étais gamin, je le suis toujours, je suis très sensible et ça m'a fasciné. Ok. Et Jonathan, tu m'as dit aussi, parce que c'est aussi des artistes qui font du sketch, Muriel Robin, Elie Kakou, tout ça. Tu m'as dit que c'est par le sketch que tu avais commencé, avec ta professeure de français qui t'accordait 5 minutes les mardis pour faire du sketch. Et est-ce que tu maintiens la déclaration que tu m'as dit, si j'étais allé dans le théâtre privé, je serais devenu Danny Boone? Et du coup, Jonathan, regrettes-tu, en n'ayant pas fait Bienvenue chez les Ch'tis, d'être passé à côté d'une manne financière? Aujourd'hui, oui. En temps de crise, oui, un petit peu. Tu ne serais plus dans le théâtre public, tu posséderais le théâtre public à l'heure actuelle. Ah oui, j'achèterai les lieux, ouais, bien sûr, tous les lieux. La Scala, enfin, c'est déjà à moitié privé, mais... Alors, on prononce ça la Scala. La Scala de Paris. Non, de Milano. De Milano, si. Mais Et donc, dans la forme du sketch, c'est quoi qui te plaisait là-dedans? En fait, j'animais quand même les mariages de la famille, les dimanches et tout. Je faisais mon petit sketch pour faire rire un peu, tu vois, les proches et tout ça. Donc, j'apprenais par cœur, en effet, Muriel Robin, comme toi, Pierre Palmade, à l'époque. Et en fait, ouais. Pardon. Oui. Bon, moi, c'était plus. Je vous fais vraiment le contexte. En 2005, est sorti Au secours de Muriel Robin en collant, DVD blanc. Je regarde ça parce que je me faisais chier à Reims. Et je regarde ce DVD. C'est une histoire où Muriel Robin met en scène une comédie musicale et je vois en filigrane la dépression de ma mère avec celle de Muriel Robin. Et je réfléchis dans mon fauteuil et je me dis, mais si je fais rire mes parents, ma famille, la classe, est-ce que la vie peut paraître un peu moins lourde? Et j'ai commencé comme ça à travailler les sketchs, les attitudes de Muriel Robin, les pantalons tac sur la chaussure, tu vois Emmanuel. Bon. Pierre Palmade, et après j'étais au petit théâtre de Bouvard, voir la Mimi Mati, les machins. Bon, après j'ai au théâtre ce soir. Est-ce que tu dirais que tu étais peut-être une vieille lesbienne alcoolique et dépressive dans le corps d'un enfant de 8 ans? Oui, un peu Maria Pacôme, quoi. Tout à fait. Oui, un truc, quelque chose comme ça, quoi. Et à un moment, la vie t'a donné Après j'étais très anémone. Après j'ai lu son bouquin et avant j'étais Maria Pacôme, ça n'allait pas trop et après c'est devenu anémone. J'avais mes assises, j'avais mon ancrage, j'avais mes amis et Ah non, moi j'étais pas là encore. Non, mais t'es arrivé vite. Puis moi c'est Madonna, hein, voilà, c'est Madonna. C'est Tina Turner. Mother. Ah, et une attente sur le C'est prochain Madonna. album ou pas? Je le redis, c'est Madonna, moi, c'est Madonna. Une attente sur le prochain album, C'est Madonna. Jonathan? Comment? Une attente sur le prochain album? Oui, j'ai vu ce qu'elle a fait à Times Square, là. Je pense qu'elle allait tomber, hein, la petite, qu'elle allait basculer. Quand elle a voulu monter le plexiglas avec ses jambes un peu serrées et raidas, je me suis dit, là, danger. On va la perdre.
Tel Renault, toujours vivante, toujours debout. Hein. Ah, Oh. elle tient comme elle peut, Elle mais a- elle tient, écoute, sans drogue, sans rien, elle se refait faire des trucs, ça lui fait une gueule d'extraterrestre, mais bon... Elle marche mieux que moi. Hein. Frozen. Alors, justement, en parlant d'icônes qui nous inspirent, une de nos inspirations, moi, ce qu'elle a plume dans le cul, c'est Brigitte Fontaine. Ah oui. Et Brigitte Fontaine a perdu son complice de toujours il y a quelques jours, Areski, avec qui elle composait. Et donc, pour lui rendre hommage, le hasard a fait que Dimitri, pas plus tard que ce midi, m'a partagé une anecdote au sujet de Brigitte Fontaine. Est-ce que tu veux la partager? Je vais faire très court. On Parce a qu'on a l'archive. combien de temps On a comme l'archive, émission on a l'archive. On a combien de temps d'émission? 1 heure. Hein bon, je suis au festival de Caen pour un festival laiton d'ailleurs. Waouh. Jérémy Rémy, d'ailleurs le directeur que j'embrasse. J'appelle une amie qui est Brigitte. Mince, je sais plus son nom de famille. Brigitte, et donc je l'appelle vite fait. Brigitte, t'es où? J'aimerais bien te parler, voilà. Et j'éteins mon téléphone parce que on rentre, on a des sièges au premier rang avec les noms, c'est très gênant. Bref, tout se passe très très bien. J'ai la diplomate de l'Estonie, la Lituanie, tout ça, tout se passe très bien. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Même je dîne avec Des tripes à la mode de Caen, Bah, je sais plus, on a fait plateau fromage, mais Ok, pardon. tout se passait très très bien. Et je rallume mon téléphone. Et là, je tape mon code 000, et là, je vois... Non, Dimitri, faut pas... Oui, enfin, bah, non. bon, pff. De toute façon, il y a l'ADN, là, le truc... bon. Ça non plus. Enfin, Et là, je vois Fontaine Brigitte, message vocal. Et donc, nous avons le message vocal. Une archive exclusive. Allô. Brigitte on the line. Who are you? Qui êtes-vous? Pourquoi vous m'appelez et vous me laissez pas de message ou je sais pas quoi? Qui êtes-vous? Rappelez-moi. Au revoir. Brigitte, on t'aime. Vraiment, on t'aime. Merci. Brigitte. moi, j'aime qu'elle demande quand même de rappeler. Elle a ouvert une... Enfin, toi, t'as ouvert la porte et elle a ouvert la fenêtre. Oui, c'est une chanson, ça, d'ailleurs. Mais oui, voilà, des fois, on va trop vite avec nos téléphones et voilà. Et donc, pour revenir sur Dainas ce soir, donc Dainas, ça parle de ta vie, Dimitri. Donc, tu es né en Lettonie, mais tu as été adopté à l'âge de 18 mois par un couple de Français. Et dans Dainas, vous explorez les traces de ta mémoire, les obsessions et les fantasmes que tu entretiens avec cet héritage letton. Dimitri, comment t'as appréhendé cette recherche et comment ce besoin de revenir à la Lettonie s'est imposé à toi? En répétition sur Rémi sans famille, d'un coup, Jonathan un jour m'a dit et la littérature lettonne, ça donne quoi? Et donc cette question a fait un énorme écho de mon côté. Oui, mais c'était pas ça l'élément déclencheur. Oui. Si. Et donc je me suis renseigné sur la littérature lettonne. Bah non. On a été sur un spectacle à la Villette voir François Chéniaud. Et On embrasse. on a dîné ensemble et je lui ai dit j'aimerais. Vous aviez dîné à un plateau de fromage? Non, c'était très bon, mais je sais plus ce Non, que c'était. non, plat c'était de pâtes ou- c'était un Burger King. Ah donc, bon, un Burger King. Jonathan dit non, que ça s'est pas passé comme ça. Moi, j'ai travaillé chez McDonald's pendant 9 mois. Voilà, je vous le dis comme ça. Mais vas-y. Ça n'a pas de rapport avec le spectacle. Mais en tout cas, on a dîné ensemble et je lui ai demandé si on pouvait faire un solo sur mes origines. Et il m'a dit oui dans la seconde. Mais lesquels? Bon, mais oui, voilà. C'est dommage que tu ne viennes pas du djihad. Ça aurait fait un spectacle vraiment détonnant. Et pourtant, il est souvent couvert dans ce spectacle Mais oui. de drap. Je justement. fais un striptease inversé comme Jean-Jacques. Mais d'ailleurs, moi j'ai une question là-dessus parce que je t'ai découvert dans Bruno Redal et évidemment à l'époque j'y pensais pas, mais avec ta voix gracile et ton physique fluet ou l'inverse, je vois la femme en toi, peut-être pas la femme de tous les jours, mais au moins la femme de certains soirs. Ah bah. Tu te verrais avoir un nom de drague? Oh j'ai eu un nom de drague déjà puisque ma connaissance, ma partenaire de jeu Isabelle Huppert Ah bah oui. a pu me donner Oh mon Dieu. ses costumes puisque l'on fait la même taille. Du Jean- Balenciaga? Non, de Paul Verhoeven dans Elle.
parce qu'elle se fait casser la gueule. Bah non, mais figure. Paul Verhoeven, c'est le Et réalisateur, pas c'est que, pas elle la ne se marque. fait pas Bah que oui, casser oui, la mais gueule. bon. Hein, Et en tout cas, voilà, j'embrasse Jérôme Marin aussi, alias Monsieur K. Mais on Mais en en parlera plus tard. Voilà, On en parle mais plus Là, c'est- on tard. reste sur Isabelle, on reste sur le nom de drague, s'il te plaît. Mais en tout cas, oui, le nom de drague, c'était Zaza Boukake. Voilà. Et donc, ce Bukake, travail de- C'est une fleur. Bah oui, c'est une pratique. Ah, une pratique. oui, Ah, oui, ok, d'accord. Il y a des Non, odeurs. c'est une fleur, elle a raison. Moi, je fais pas beaucoup de sport, du coup. Je connais Silence, ça pousse. Et donc ce travail de transformisme, justement, où tu te métamorphoses à travers notamment le personnage d'Oleg, qui fait basculer le récit dans la fiction. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où il vient, ce personnage fictif, et pourquoi il a été nécessaire, et aussi, Jonathan, si tu veux en parler, de construire cette pièce comme le striptease inversé dont tu parlais, où en fait, tu ajoutes des couches pour te révéler, finalement. Oui, et puis on est parti d'une situation qui est vraiment arrivée, puisque à Reims, dans ce quartier qui s'appelle vraiment Val-de-Murigny, j'avais 8 ans, j'avais une jambe dans le plâtre, il y avait un fauteuil roulant dans l'entrée pour m'amener à l'école. Et on regarde, et je vous jure que c'est vrai, on regarde L'Emmerdeur, un DVD d'Edouard Molienaro avec Lino Ventura et Jacques Brel. Tout se passe très bien. Ma mère est bien, mon père est bien, on fait un plateau de télé, bref. Ça sonne à la porte. Mon père se dit, qu'est-ce qui se passe ? Un sans-abri débarque, vinassé, complètement ivre, et arrive sur le fauteuil roulant. Et je découvre mes parents qui accueillent l'étranger dans toute sa splendeur. Mais alors c'est vraiment un sketch des inconnus, quoi. Peut-être qu'il était cinéphile. Ah, mais non, mais c'était formidable. J'avais 8 ans et je voyais les caractères de ma mère et de mon père. Mais c'était vraiment formidable, et on a essayé et on a commencé l'écriture à travers cette situation-là. Et Oleg, c'est le vrai prénom de mon père biologique. Okay. Et Jonathan, justement, non, je pense par exemple à ta pièce précédente, Saga, où tu travailles tes souvenirs adolescents. Mais là, dans Dainas, c'est le parcours de quelqu'un d'autre que tu dois mettre en scène. Qu'est-ce que ça change quand c'est plus sa propre mémoire qu'on doit activer et que c'est celle de quelqu'un d'autre, d'une culture éloignée de soi? Comment vous avez travaillé en fait pour activer ce travail? Par exemple, en effet, par le biais du souvenir, comme il l'a dit là, avec des événements qui lui ont marqué en tant que jeune garçon à l'époque. Puis après, c'était plus par rapport à la Lettonie, où on est parti là-bas pendant une semaine. Donc il a refoulé ce sol qu'il n'avait pas foulé depuis bien longtemps, et du coup on est allé un petit peu à la recherche de la culture lettonne là-bas. On a passé du temps en immersion, pour qu'il puisse aussi lui de son côté retrouver des sensations, voilà, tout simplement aussi, et à partir de là de revenir avec ce bagage-là, et puis d'écrire ensuite. C'est un travail à la table, en fait, d'écriture, de texte, en fait, de dialogue qu'on a fait ensemble à partir de ces souvenirs en France, qui sont plus conséquents, évidemment, et de voir de quelle manière il s'inventait une identité lettonne, quoi. Donc voilà, à partir de là, on a planché un peu, on va dire, sur l'écriture. Pardon, je ressens le besoin de revenir à Zaza Boukake. Ça veut dire que Isabelle Huppert sait ce qu'est un boukake ? Non, mais je viens de réaliser. On ne le saura pas. Et Non, on n'est pas obligé de... Non, oui, vous avez raison, pardon. Isabelle, on t'embrasse, oui. Revenons oui, Tilouane, sa maquilleuse, Delphine Capossela, son habilleuse, je vous embrasse. Bien, on espère qu'elle nous écoute. Et donc, parce que ce spectacle, il est il te ressemble beaucoup aussi. On reconnaît vraiment ta patte. Oui, mais ça, c'est la forme, surtout, je pense, plus que le contenu qui est plus lui, du coup, que moi, on va dire. Mais c'est plutôt dans la forme, dans la mise en scène, peut-être, ouais, qu'on reconnaît le travail du son, des voix, de la dissociation entre le corps et les voix, la présence des hors-champs, uniquement des dialogues qu'on entend, et du coup, on se fait à l'idée des personnages comme des fantômes qui ne sont pas là. Du coup, tout ça, oui, c'est vrai que ça rejoint un peu les autres pièces que j'ai pu faire avant. Mais en tout cas, c'est vraiment son matériel à lui. Et j'ai essayé de rester vraiment
dans ses désirs personnels, de pas venir justement trop avec l'expérience que je peux avoir aussi dans l'autofiction, de pas venir trop entamer ça, quoi. Enfin, de pas prendre le dessus sur ça, quoi. Et dans le spectacle, vous êtes et dans tes spectacles précédents aussi, il y a quand même un grand sentiment de nostalgie, qui est pas forcément un c'était mieux avant, mais plutôt des interrogations sur comment c'était vraiment à l'époque, tout en cherchant à créer des ponts avec le présent. Et notamment, Jonathan, donc t'accompagnes un jeune artiste ici à la Maison de Métallo qui s'appelle Boy Kid, et tu diriges de jeunes comédiens pour une prochaine création autour de Pasolini dans le cadre du festival d'automne qui jouera au Théâtre du Bouffe du Nord. Est-ce que travailler avec des acteurs d'une autre génération, c'est un moyen de lutter contre la nostalgie pour toi? C'est surtout hyper important de rencontrer des jeunes acteurs, des jeunes actrices, des jeunes artistes. Enfin, j'ai toujours été plutôt enthousiasme à ce niveau-là, quoi. Parce que même les interventions, j'en ai fait pas mal dans les lycées ou même dans les collèges et tout ça. Et du coup, je trouve qu'il y a un vivier assez excitant. Je veux dire qu'il y a plein de choses à dire aussi. Et c'est justement ça, c'est les aider à aller au bout de ce qu'ils veulent faire vraiment sur un plateau et de les accompagner dans ce sens-là. Mais toujours en se disant que si tu le sens maintenant, il faut le faire maintenant. Comme il y a une sorte d'urgence aussi par rapport à la création et à la jeune création. Et les lieux se font de plus en plus, on va dire, absents. Pas évidemment la Maison des Métallos, parce que ça fait partie de l'identité du lieu, d'accueillir des jeunes artistes, de leur donner les moyens de créer, d'écrire des spectacles. Et on va petit à petit à l'inverse, en fait, là, en ce moment. Donc voilà, il faut résister, il faut se battre avec eux, et puis il faut les soutenir, et puis il faut leur donner des moments de visibilité. C'est hyper important aussi, ça. Donc voilà, moi, depuis un certain temps, je suis dans cette dynamique-là, quoi, avec eux. Et oui, parce que si on va pas vers cette dynamique, on risque de permettre à Fabrice Lucchini de passer à d'autres auteurs, quoi. Si c'est Chateaubriand, si c'est Pierre Proust, on n'est pas dans la merde. Bah, et puis on embrasse Fabienne Pasco. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Qui n'est pas là. Qui n'est pas là. On l'a invitée, mais elle n'était pas disponible. Ah bon? Et d'ailleurs, la nostalgie, tu l'évoques souvent par la chanson. Et moi, je me souviens d'un moment vraiment qui était assez bouleversant, c'est qu'à la fin de Saga, je crois que ça se termine par Love Don't Let Me Go de David Guetta. Qu'on adore. Voilà. Et ça a vraiment immédiatement réactivé des sensations de moi enfant. Et donc je me disais, c'est quoi un peu ton rapport à la chanson? Pourquoi ça prend une place, et aussi au tube pop? Pourquoi ça prend une importance si importante dans ton théâtre? C'est Madonna. Ouais, il y a Madonna, les premiers clips, en tout cas, dans les années 80, 90, voilà, où vraiment, elle me questionnait à travers ses clips. Donc, du coup, j'avais une sorte de révélation avec ça, alors que ma famille s'acharnait, par exemple, à me piquer aux hormones chez le médecin généraliste pour... Attends, tu es trans? Ouais, depuis 1980. Mais ça, c'est... Après, c'est des hormones de cochon, hein. Faut savoir que à l'époque, c'était ça, quoi. Attends, tu es passé de homme à cochonne? Exactement. Et de plus en plus. Hein. Et c'est de pire en pire. Donc, je sais pas s'ils ont bien fait, finalement. Ouais. Cochonne, bon. Cochonne 2.0. Non, mais la musique, en fait, en tout cas les chansons, elles marquent toujours des événements, que ce soit les enterrements, les mariages, les fêtes d'anniversaire, ou tu vois, ça vient figer quelque chose. Et c'est comme tu dis, quand tu as entendu David Guetta, ça lui aussi te rappeler un endroit, une sensation physique, une sensation aussi de sentiments que tu as pu avoir à ce moment-là. Et tu te souviens précisément peut-être de l'endroit où ça s'est passé, où tu l'as entendu, et ce que ça a provoqué, et dans quel contexte. Et c'est vrai que dans une pièce comme Adi Schatz, par exemple, tout le début, c'est 15 minutes que de chansons a cappella, comme une espèce de jukebox de toutes les chansons qui m'ont marqué, que j'ai montées comme ça. Et ça, en effet, il y a quelque chose de nostalgique qui ressort de tout ça, mais c'est vrai que c'est issu de ça. Et puis j'ai beaucoup chanté aussi quand j'étais ado. J'aimais beaucoup le chant, jusqu'à ce qu'il me pique. J'avais quand même une voix de Farinelli, quoi. Puis ils m'ont piqué pour que je redevienne Barry White. Mais bon, non, voilà. mais je pense que du coup, tu devais te poser beaucoup de questions à l'époque.
Enfin, je sais pas si t'as trouvé les réponses. J'aime pas en parler, hein, mais je suis licencié de philosophie. Non, mais j'aime pas du tout en parler. Du coup, Jonathan, je me demandais si toi, tu avais trouvé la réponse à ton sujet du bac de philo. Toute raison est-elle raisonnable ? Aïe, 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 ouais. Ben, non. On peut relire Bachelard, on peut relire... C'est souvent comme ça. Non, mais j'avais trop fumé avec ma pote, là, voilà. Ouais, donc un conseil pour les bacheliers. On ne fumez l'embrasse pas d'ailleurs, la pote dealeuse de shit. Exactement. Parce qu'à la campagne, il y a un gros réseau, je vous le dis. Shit, bah d'ailleurs, il y a même... Moi, on m'a dit héroïne dans le Limousin. Il y a héroïne, ouais. Aussi dans certaines régions, cocaïne... Et chemsex aussi, c'est quoi la drogue du chemsex? Ça, c'est le 19e, le oui, voilà. chemsex. Non, mais moi, je connais pas tout non plus. Voilà. Alors ici, on adore David, mais surtout Cathy Guetta, on adore la house music. Ah oui. L'époque légendaire Ibiza, Fuck Me, I'm Famous, c'est la déglingue #Summer Vibes. Mais d'autres, comme notre chroniqueuse invitée, sont nostalgiques d'une époque qu'ils et elles n'ont pas connue, et elle en a fait son domaine d'expertise. Il s'agit d'une comédienne elle est drag clown et artiste, on l'aime beaucoup, et elle était déjà venue nous parler de sa passion pour les filles des cartes postales dans notre épisode avec Kamala Macrel en octobre dernier. Donc c'est un grand plaisir de la retrouver ce soir. Faites du bruit pour Garance Bonotto, alias Garance Shinance. Slay! Tan chiquiti tan tan, que tumban ban, que tumban, que tepe tepe. Vous reconnaissez? Oui. Le générique de Vivement Dimanche. Voilà. Donc, il y a vraiment que quelqu'un qui fait pas la fête pour appeler son émission Vivement Dimanche. On est d'accord. Paradoxalement, pourtant, c'est ce titre, Así me gusta a mí, de Chimo Bayo, une petite pépite techno de Valencia sortie en 91, que Michel Drucker choisit en 98 pour générique de ce rendez-vous télévisuel hebdomadaire de tous les retraités, y compris ma mémé. Moi, j'ai 6 ans et France 2, dès lors, c'est ma première rave party. La suite de la musique fait ecstasy, extano, esta me gusta me la como yo. Je suis encore naïve, mais je ressens intensément cet appel profond à l'extase. L'extase, étymologiquement, ça veut dire sortir de soi pour aller où? Donde vamos? C'est ce qu'on se demande tous en descente. Alors j'ai fouillé dans ma bibliothèque musicale pour trouver la réponse et comprendre où mes sons préférés suggèrent de m'emmener. Sur les 18 titres de mon dossier dansé répondant à l'occurrence Take Me, on me propose d'aller au-dessus, Take Me Up, encore plus haut, Take Me Higher, jusqu'au ciel, Take Me in the Sky, en arrière, Take Me Back et surtout loin. Take Me Away. Take Me Away, c'est le titre de 4 bangers de old school uplifting vocal house qui est un peu comme un Long Island à un certain moment de la nuit, me terrasse d'émotions mêlées, joie, mélancolie et énergie. Pour comprendre cette obsession donc tripale d'être en arrière, plus haut, plus loin, je me suis rendue à la festinière, j'ai farfouillé dans les commentaires des vidéos YouTube de ces 4 sons à la recherche d'une #communauté. Sur YouTube, on trouve en fait la plus grande réunion de nostalgiques anonymes ever, des gens qui avaient 20 ans entre 87 et 94 et qui pleurent leur jeunesse folle. Oui, sur YouTube en général, tout le monde a vraiment l'air d'avoir envie qu'on l'emmène loin, loin, loin d'ici. En même temps, qui se réveille chaque matin en mode « Waouh, le monde en 2026, such a dream, beautiful ». Moi, ces sons me font ressentir la nostalgie d'une époque que je n'ai pas connue, donc, ou alors entre 0 et 4 ans, Mais dommage, la BO de Pocahontas, c'était pas du Jeff Mills. Donc ça a un nom, la nostalgie d'une époque qu'on n'a pas connue, ça s'appelle l'anémoïa. Les commentaires YouTube nourrissent donc l'anémoïa, comme le bois alimente le feu, dans cette grande cheminée suffocante qu'est la nostalgie.
C'est-à-dire que si vous aimez la teuf et que vous avez moins de 56 ans aujourd'hui, vous ne manquerez pas d'y lire que vous avez raté votre vie en naissant des décennies trop tard et que vos parents, à défaut de vous donner une vie assez saine pour ne pas être tentés de vous droguer et d'ensuite être responsables du trou de la sécu en raison de votre usage frénétique du dispositif Mon Soutien Psy, auraient pu au moins forniquer au bon moment pour vous faire naître en temps et en heure. Et surtout à Manchester, pas à Nogent-le-Rotrou, un petit effort, dad and mom, please, pour connaître adolescente la seule véritable era de la teuf, aka le Summer of Love de 1988, et non pas Michel Drucker, ni les réseaux sociaux, le botox, les smartphones et toute la soupe commerciale qu'on produit aujourd'hui. La véritable musique s'étant arrêtée en 92, c'est-à-dire l'année où tu es né, et depuis la fête est morte étouffée dans son manque d'authenticité. Sorry not sorry, peace, love, respect and unity. Et là, vous les entendez, les sirènes séduisantes du c'était mieux avant. Une rengaine que peuvent avant tout se permettre des personnes blanches, cis hétéros et relativement privilégiées. Et si on rajoute à ça la propension humaine à idéaliser sa jeunesse, plus la tendance de tout mouvement à se revendiquer the original one, plus le fait que toute personne qui prend pour la première fois une substance à base de méthylène, dioxy-N-méthylamphétamine considérera généralement avoir vécu the best time of history, mate. Eh ben, on a un bon gros cocktail de nostalgie, tendance dépolitisante, qui refuse parfois de regarder ce que les générations suivantes ont créé et ce pourquoi elles luttent. Alors, please, venez me chercher et rappelez-moi cette chronique quand j'aurai 56 ans et que je serai en mode « Ah, la station, tu peux pas comprendre, petit, t'as tout raté ». Et puis, il y a quand même un éléphant dans la pièce de tous ces récits d'harmonie perdus. Est-ce que la drogue, c'est un projet de gauche? Vous avez la nuit pour me répondre. Dans le titre Take Me Away de True Face, la vocaliste Bridget Grace chante d'ailleurs qu'elle veut Dance the Night Away. C'est quand même très beau cette expression. J'ai l'image d'un mouvement de danse contact New Age visant à repousser la couverture céleste, un peu comme ça. Voilà, pour les auditeuristes, dommage, fallait être là à l'enregistrement pour assister à ça. Bisous. Oui, la teuf, c'est quand même une forme comme une autre d'escapism, c'est-à-dire de fuite, à la fois comme stratégie de ressources et comme quête hédoniste, et ce depuis toujours. La discothèque mythique de Clichy-sous-Bois, dans les années 80, s'appelait l'Échappatoire. À l'échappe, tout le monde s'échappe, c'est ce qu'on disait. On vient de toute l'île de France pour y danser le French Boogie, la funk, la new beat. Au petit matin, apparemment, on offrait des clopes et des croissants. Dans cette même ville, Zied Benna et Bouna Traoré, 2 enfants, sont décédés en 2005 en cherchant à échapper à la police. Rien de comparable, évidemment, mais c'est comme une piqûre de rappel pour questionner la place de la politique dans l'évasion, qui n'est pas toujours un choix. Une fête refuge, mais sans œillères. Comment faire? Vous avez l'after pour me répondre. Take Me Away. Ça parle donc aussi de l'au-delà, parce que la mort rôde dans les commentaires YouTube et on y érige des stèles virtuelles à des amants, amantes, des amis, des parents, des frères et des sœurs partis trop tôt, qui, elles et eux, auraient peut-être préféré avoir le temps de ressentir de la nostalgie. On y rêve aussi d'organiser au paradis la plus grande rave party ever. Perso, le Take Me Away de Mix Factory fait partie de ma playlist de funérailles. Oui, je suis une personne névrotique qui pense sa mort comme son dernier spectacle. Il y en a d'autres ici? Ouais. La vocaliste Alison Williamson y chante avec une puissance folle. Take me away, the place I long to be. Give me the hand of destiny. Who can say what paradise brings? En voilà qui n'avait pas peur de mêler les questions existentielles et les émotions fortes. Et c'est ça que j'adore avec la nostalgie, c'est que c'est un des rares espaces qui nous réunit dans un premier degré sensationnel dégagé de l'ironie. Et heureusement, les commentaires YouTube ont d'autres fonctions que foutre le seum à la Gen Z ou idéaliser un passé rose fané. Ce sont des ex-voto, des albums souvenirs, un confessionnal 2.0, qui font de ces musiques les bandes originales d'histoires d'amour, d'arrestations, de petits matins à Orlando, de compétitions de danse à Nairobi, de sexe, de bagnole, de montagne, d'amitié, de radio pirate, de collectifs, liant l'enfance et la vieillesse, les souvenirs de fêtes foraines et ceux d'enterrement. Peace, love, respect and unity. En vrai, c'est plutôt pas mal comme valeur. On dit aussi rave on. C'est pas fini alors, ça sera toujours en cours. Il n'y aura pas de rave off. Et ce, malgré des politiciens aigris qui ne peuvent supporter les espaces de joie insaisissables par le capitalisme. Internet, comme la teuf, crée un espace-temps alternatif en construction permanente, comme le suggère l'autrice de Raving, Mackenzie Wark.
interviewé par Benjamin Delaveau, le créateur d'un podcast formidable, Le Masque et la Plume dans le cul, dans lequel je rêve de faire une chronique. Ouvrez les guillemets. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui pourrait ne pas avoir de futur. Comment articuler cette réalité d'une façon qui ne fait pas détourner les gens du regard? La rave culture est une expérience d'un temps parallèle. Il n'y a pas de futur et nous ne voulons pas du passé, car il n'y a pas de nostalgie à avoir pour une époque qui était mauvaise pour les personnes trans et racisées. Comment construire du temps de côté, à côté? Fermez les guillemets. Voilà, j'ai envie de dire take me next to you, parce qu'à côté de toi, c'est là où je veux être samedi à la manifestive contre le projet de loi Riposte qui prévoit d'accroître la répression contre les free parties et les squats. Alors, vivement samedi! Merci à Garance Finance pour tes mots toujours aussi justes et inspirés. Alors, c'est pas parce que tout se pète la gueule qu'on doit pas continuer à rêver, mais surtout de créer. Et je promets que Monsieur Delavo n'a pas payé Garance pour citer cette interview de Mackenzie Ward. D'ailleurs, qui est-il? Je ne sais pas. C'est Monsieur de Laval, non? Certaines personnes savent. D'ailleurs, Jonathan, toi, t'as aussi voulu décloisonner le théâtre et le populaire. On en a déjà parlé un peu avant. Mais t'as aussi fait jouer une très célèbre actrice de cinéma, Camille Cotin, dans la pièce Le Rendez-vous l'année dernière. Est-ce que ça change la manière d'approcher le travail quand on doit diriger quelqu'un qui a une aura de cinéma qui la précède? Bah oui, parce que c'est pas le même travail qu'à l'écran, puisque l'écran en fait travaille sur des cadres. Donc le corps il est coupé en plusieurs parties au cinéma. C'est con, mais voilà. Donc on a soit des gros plans, soit des plans américains. Et là, pour elle, la nouveauté, c'est d'avoir une vision globale de l'actrice, de tout son corps et de son corps en mouvement aussi, qui est plus, on va dire, c'est un autre enjeu en termes d'énergie et de représentation au plateau, quoi. Donc voilà. Mais c'est une actrice quand même assez dingue. Parce qu'elle est allée finalement là où j'avais envie qu'elle aille aussi. Elle a fait confiance à ça. Et Jonathan, Dimitri, vous faites aussi tous les deux du cabaret, notamment avec Jérôme Marin, alias Monsieur K. Alors le cabaret, c'est très à la mode en ce moment. Le ministère de la Culture a même créé un fonds cabaret pour soutenir les personnages de cabaret. Je dis bien les personnages de cabaret. Payez-moi. Et de plus en plus, on voit les artistes de cabaret et les spectacles de cabaret sortir des espaces du cabaret pour s'inviter dans les théâtres publics, voire même les festivals de musique. Je pense par exemple à Corinne qu'on a reçue l'année dernière dans le Masque pour son spectacle qu'on adore. Et on l'embrasse. Son spectacle Madame Osbachung est programmé aux Eurocoins de Belfort cet été. Le cabaret dans son essence, c'est un espace à la marge, un espace contestataire. Qu'est-ce qui vous plaît dans le cabaret? Et c'est quoi votre regard justement sur la sortie du cabaret, de ces espaces historiques et de son institutionnalisation? C'est que vous êtes un peu faux-folle quand même. Oh, on est un peu fou, on est un peu loup, mais moi j'ai très très peur au cabaret parce que il y a eu quand même une dose d'improvisation et je suis très 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 inquiet avant de faire des numéros par exemple. Je sais pas si toi, Jonathan, ça te le fait, mais c'est vraiment un exercice très difficile. Non, mais le cabaret, c'est un rapport direct au public aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de plateau, il n'y a pas tout le temps de belles lumières, un beau décor. Donc, ça joue vraiment sur toi, ta personnalité, l'échange que tu as avec les gens. Tu te frottes au public, en quelque sorte. Il faut accepter ça. C'est sûr que l'accident, l'improvisation, pour moi, c'est essentiel dans le cabaret. C'est pas quelque chose d'extrêmement bien chiadé, léché, si. De temps en temps quand même, ça fait du bien, mais n'est-ce pas? C'est pas mal quand même. Je suis asexuel. D'accord. Et donc justement, ce côté dans un théâtre public, dans un CDN, dans un festival, ça change un peu le côté Le problème dans les théâtres, le cabaret dans les théâtres, les gens sont assis, ils sont coincés dans leur fauteuil. C'est très difficile, tu vois, de pouvoir s'approcher, tu vois, du public à ce niveau-là. Ça met quand même, il y a un quatrième mur inévitable à un moment donné. Donc c'est plus du music hall pour moi, s'il y a des gens assis, que du cabaret. Le cabaret, il est beau quand il s'installe comme un pirate dans un lieu in situ, qu'il envahit l'espace et qui
et qu'il amène aussi le public et que le public fasse partie du dispositif de cabaret. Donc là, c'est plus compliqué en effet dans des salles, je trouve, des scènes nationales ou des théâtres, un rapport plateau public, je trouve que c'est moins évident, je pense, pour moi, de faire cabaret comme ça. Et je pense que maintenant on est obligé de citer des grandes figures qui nous ont tous et toutes touchés. Je parle évidemment de Patrick Sébastien. Et je voudrais savoir, vous qui êtes du Sérail, si vous saviez ce que deviennent les légendaires et bien trop importants Shirley et Dino. Oh. Ah non, bah, moi, parce que ça quand a même, été- le plus c'est- grand cabaret du monde, c'était bah, quand même quelque chose. Ça, c'est, Enfin, j'en ai bouffé des émissions de. Moi, j'étais pas forcément toujours fan, mais Shirley et Dino, Ah bah, vraiment, ça relevait le niveau. Non, bien alors apparemment ils s'engueulent aussi parce qu'ils montent des opéras et apparemment ils s'engueulent, mais comme des poissonniers. J'aimerais bien voir ça, mais. Mais on devrait y aller. En plus, moi, ce que j'adore dans ils leur travaillaient. personnage, c'est que c'est un couple, hein, ils sont mariés, je Oui, crois. oui. Mais leurs personnages sont cousins. Oui. Bah oui, évidemment. Ils travaillaient au Capitole chez Gristi, Christophe Gristi qu'on embrasse, mais oui, j'aimerais bien les rencontrer. Avant ils s'appelaient les Achille Tonic et c'est Corinne et Emmanuel. Ah bon bah voilà. Si vous nous écoutez, n'hésitez pas à Bon envoyer un en tout petit cas message. en tout cas moi oui ils étaient drôles quand même. Mais tu penses qu'ils ne le sont Et plus puis Ils sont morts, hein. Non, c'est peut-être. Non, parce qu'ils ont fait une émission là il y a pas longtemps chez Mireille Dumas en Elle est Espagne. encore vivante? Bah oui, elle est encore vivante. Enfin, Waouh, ok. j'ai pris ma voix de Fabienne Pasco, pardon. Mais en tout cas, elle est sur une péniche et elle invite le couple et ils ont un retour de carrière. Ils expliquent un peu leur. Non, c'est assez drôle. C'est sur YouTube. C'est l'émission Ah oui, date c'est de il y a plus à un la an. télé. C'est plus à la télé. Sans transition, et parce qu'on ne pouvait pas ne pas en parler, vous avez également un point commun, Jonathan et Dimitri, c'est que vous avez tous les deux joué des rôles d'adolescents assassins. Voilà, tueur Alors, pervers. voilà, Jonathan, tu as joué dans Jerk de Gisèle Vienne, adapté d'un texte de l'auteur américain Dennis Cooper. Qu'on adore. Euh, Ouais, qui est interdit en France, mais ouais, non, je plaisante. Mais qui va pas tarder à l'être. Ah bon, parce que moi, Non, je non. l'ai vu en France, moi, ce film. Oui, mais ouais. Et Bruno Redal, donc qui est aussi un adolescent assassin au début du XXe siècle dans le Cantal. Qui égorge un enfant de 13 ans et voilà. Enfin, moi, je fais mieux quand même. Hein. J'en découpe et j'en viole 30. Ah oui, par mieux, tu veux dire pire. Moi, je me concentre sur un parce que il sent qu'il va recommencer, donc voilà, il découpe ses voilà. Et donc dans Jerk notamment, Jonathan, tu fais un travail de ventriloquie assez impressionnant et aussi extrêmement flippant. Oui, c'est dérangeant. Pour reconstituer les meurtres en série donc de Dean Corll au Texas dans les années 70. Est-ce que la ventriloquie fait mal? Oui, parce que tu baves beaucoup dans Jerk. Oui, c'est une question de fluide, mais c'est vrai que ouais, la ventriloquie fait pas mal, mais elle fait mal plutôt à la tête que par rapport à la schizophrénie, on va dire. Parce qu'en plus, c'est un plan séquence dans Jerk. Oui, mais en dehors le film, c'était pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est la tournée du spectacle. Faire 300 fois un mec qui séquestre des ados dans une cave avec des potes drogués qui ont tous 17-18 ans et qui filment des jeunes garçons en train de se faire découper et enculer avec des bouteilles de bière. Bon, voilà, tu le fais une fois, 2 fois, tu le fais 300 fois, c'est un peu plus compliqué, quoi, au bout d'un moment. Et donc, comment tu l'as géré? Comment on le gère? Comment dire? Je sais pas si je peux le dire, en fait. Mais, D'accord. ok. Au pire, on invitera Gisèle Vienne, hein. ouais, je pense que c'est une Voilà. bonne idée. Ben, on l'embrasse. Je pense que j'ai... parce que- Et Adèle aussi. Et on vous Ah, ils sont encore ensemble avec Adèle? Ah oui, Ah, c'est super. Ouais. et on vous conseille de voir Jerk, qui est un film très très impressionnant et Oui. ta performance est vraiment très impressionnante. En Et plus, donc- c'est moins d'1 heure, du coup, si vous êtes TDAH, ça passe. Et donc toi, Dimitri, dans Bruno Réal, Redal, tu as aussi Parce que l'accent. Real, c'est Madrid, hein. Real de Madrid, hein. Bruno La Real prof de des Madrid. écoles. Rédal. Alors, Nicole. Bon. Tu as le rôle titre. Donc il a l'accent du Cantal. Donc je te demande cette question. Est-ce que l'accent du Cantal fait mal? Bah oui, parce qu'on a vécu 2 journées, on n'était pas payé. Enfin, c'était très, on n'avait pas énormément de production, donc je l'ai fait à la louche comme ça dans un studio dans le 20e.
Et après le film tourné, on l'a refait, mais on a fait 2 jours d'enregistrement, mais j'avais très peur parce que timbré, et puis alors c'est un mélange entre un accent ardennais, marseillais. J'écoutais en fait des pubs du Cantal et j'ai demandé à Vincent Leport, oui, à Vincent Leport, le réalisateur, de me donner aussi les vidéos de tous les figurants et de tous les petits rôles de ce film. C'était assez drôle d'ailleurs, je les ai encore. Donc j'essayais à l'oreille de me concentrer sur ça, mais c'est d'ailleurs ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Cet accent-là, c'est ça qui m'a fait le plus peur dans le film, puisque cette voix off était très présente dans le film. Et en même temps, valait mieux qu'ils viennent du Cantal que de Martinique. Ah oui, non, mais en tout cas, j'avais les jetons et c'était mon premier film, donc je savais pas du tout le chef-op, machin, le travelling, Bruno Rétal. Voilà, c'est un appel à projet Vous pensez que pour Martin Bourboulon. Et qu'est-ce qui vous a plu dans ces rôles bien pervers et bien glauques en fait? Moi j'ai lu le scénario, je choisis toujours mes films en fonction de l'histoire que je raconte, et cette histoire était tragique. Donc j'ai dit oui tout de suite à mon ex-agent Aurélie Jouan de l'agence A, et j'ai dit oui tout de suite. Qu'on n'embrasse pas visiblement. Bah si, elle doit d'ailleurs venir voir Dainas, je sais pas, elle est très Aurélie, secrète. tu es là? Ouh. Et toi, Jonathan, dans le rôle de Jerk? C'est plutôt l'idée d'être victime de la violence, du coup, là, dans Jerk. Parce que même si ce jeune garçon que j'interprète a participé au crime, il a été pris, en fait, dans une sorte de manipulation perverse de la part du mastermind, c'est-à-dire celui qui a organisé tout ça. Donc, c'était des jeunes garçons qui étaient fragiles et qui étaient un peu... en proie avec ce gars qui les manipulait en quelque sorte. Et toute la pièce joue sur l'idée de marionnette aussi, et le fait que ce Dean Corll était le marionnettiste diabolique de ces affaires, quoi. Et ces jeunes garçons, pour l'anecdote, il les récupérait en sortie de lycée. Ils étaient pour la plupart complètement paumés ou drogués, ou voilà, ils étaient plus dans le milieu familial non plus. Donc il a su en fait les récupérer. Il dormait chez lui, puis petit à petit s'est lié comme une sorte d'affection pour ces jeunes garçons, mais c'était pour mieux ensuite s'en servir à des fins perverses. Donc voilà, la pièce raconte aussi ça, quoi. Et pour finir, sur une note plus positive, parce que même quand on pense qu'elle est déjà tout dit, bah non, elle en a encore sous la pédale. C'est l'heure du coup de babouche. Oui, allô? Passe-moi bien, salope. La prochaine fois que tu entends parler de moi, que je te croise dans la rue, c'est pas une droite que tu vas manger, c'est pas une gauche, c'est pas un coup de tête, c'est un coup de babouche. 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 Gay rights. Juste ça en fait, des droits pour les gays, les trans, les lesbiennes, les personnes intersexes, les bi. Ouais. Je dis ça parce qu'on est au mois de juin, mais pas que. Parce que des droits, du respect et de l'action de l'État, on n'en a pas toujours. Une minute de silence pour Noam, tué parce que gay. Une minute qu'on a dû quémander, alors que celle pour Quentin de Ranc, le néo-nazi, aucun problème, ça on n'oubliera pas. En ce mois des fiertés, comme toute l'année, rappelons à qui choisirait de l'ignorer qu'on est des milliers, sinon des millions, à avoir parfois ou tous les jours peur de sortir dans la rue, de nous faire agresser, de ne pas trouver du travail ou d'avenir dans cette société. Et vu que c'est clairement pas Macron ou Aurore Berger qui vont nous donner des thunes ou nous respecter, trouvons de la force dans la lutte et le collectif, restons soudés, battons-nous pour nos droits, nos rêves et notre communauté. Ah, attendez, non, c'est pas fini. Qu'est-ce que j'entends? Ah oui, ce sont les lendemains qui chantent. Alors, je ne suis pas forcément Mellow Woman, mais les chants de la libération des peuples, de la justice sociale et de l'égalité, dans mon monde,
C'est, et ça restera toujours, le plus banger des bangers, la masterclass des masterclass. Passé, présent, futur, joyeux mois des fiertés à toutes les divas. Merci Babouchka Babouche. Et c'est sur ces belles paroles que nous arrivons à la fin de ce podcast. Un énorme merci à Jonathan Capdevieille et Dimitri Doré d'être venus se mettre Viel. pardon. Putain. Et on les embrasse. Et bonne soirée. Merci à vous d'être venus se mettre une plume dans le cul à nos côtés. Daïna joue jusqu'au 13 juin à la maison des Métallos, donc parlez-en aux copines. Mais métallo. Un grand merci à Garance Bonotto, alias Garance Shinance, pour sa chronique tubesque. D'ailleurs, Garance souhaiterait continuer ce travail d'écriture sur la nostalgie et la musique en résidence. Donc, à bon entendeur, s'il y a des programmatoristes de lieux ou des toffeurs institutionnels, n'hésitez pas à lui écrire. Merci à toute l'équipe de Métallo de nous avoir accueillis, notamment Romain, Garance, Isabelle, Juliette et Alice Vivier à la direction de ce très beau lieu. Merci à Quentin Bidot pour le visuel et Benjamin pour les photos, qui est juste là. Merci Benjamin. Merci à Ous pour la régie, évidemment. Merci à Babouchka Babouche. Merci à moi. N'hésitez pas à nous écrire. Suivez la page Instagram, c'est @lemasqueetlaplume_DLQ. On vous retrouve en septembre pour le premier épisode de la saison 3 du Masque et la plume dans le cul. Mais avant ça, passez un très bel été et n'oubliez pas, la vie est toujours plus belle avec une plume dans le cul. Bonne soirée. Allez là!